Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire partir du dessin de votre personnage, de l'avatar que vous voulez utiliser, jusqu'à son utilisation en code C pour afficher, voire animer votre avatar. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est d'avoir les personnages. Il faut avoir l'idée. Ici, on s'inspire de personnages existants. C'est évidemment beaucoup plus facile. Il va falloir le dessiner. Alors, vous utilisez le logiciel de dessin que vous voulez. La simple chose qu'il faut vérifier à l'avance, c'est le nombre de pixels que vous allez utiliser. En effet, en fonction de votre écran, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle résolution. Par exemple, pour le Pac-Man, et en fonction de la résolution de l'écran et de la grille, parce que je voulais réutiliser la grille d'origine du Pac-Man. Donc, il a fallu que je détermine une taille maximale de mon Pac-Man. Ici, de 13 pixels sur 13 pixels. Donc une fois que vous avez défini la taille des différents personnages, il va falloir les dessiner. Logiciel, je vous ai dit, celui que vous voulez, tous vont pouvoir faire ce qu'on veut. Si vous n'avez pas trop d'inspiration, si vous n'êtes pas très bon en dessin, sachez qu'il y a des sites, par exemple ici, où on a des ressources. C'est-à-dire on a la possibilité pour le Pac-Man par exemple, voilà, on va prendre celui-là. Voilà, donc on est sur celui d'ailleurs que j'ai peut-être utilisé, non pas celui-là. Enfin, vous pouvez aller chercher un Pac-Man qui vous intéresse ou d'autres. Hein. Vous avez des classiques, par exemple, si vous faites un space shooter comme Galaga. Voilà, Galaga. Hop, vous allez retrouver ici tous les personnages, tous les dessins que vous allez devoir utiliser sur votre jeu. Donc, vous vérifiez au niveau des droits d'auteur si vous voulez le diffuser. Si c'est pour un usage personnel, il y a une tolérance. Ce qui va se passer, c'est que peut-être la taille des icônes là, des sprites, ne va pas correspondre en pixels exactement à vous ce que vous désirez faire. Donc il va falloir évidemment que vous modifiez tout ça, que vous redessinez, que vous utilisez votre logiciel de dessin. Une fois, alors il y en a plein hein, il y en a même des plus étopés. Par exemple, hein, nous on a fait des petits dessins. Voilà, vous avez de quoi animer la marche de Capitaine America ici. Donc une fois que vous avez fait votre dessin, vous devez déjà choisir est-ce que le fond vous le laissez d'une couleur unie, par exemple ici noir, ou est-ce que vous voulez que ça soit transparent. Alors on verra après comment faire, puisqu'il y a la possibilité de faire aussi du transparent à partir du noir, mais sachez utiliser les fonctionnalités du canal alpha et le canal de transparence. Là j'ai pris la gomme et vous voyez, c'est quand vous voyez le canevas de base, là, ça veut dire que ceci va devenir transparent. Pareil au niveau de la sauvegarde, utilisez, si vous avez utilisé le canal alpha, un format de fichier compatible avec le canal alpha. De même, évitez le JPEG qui va altérer en fait votre image. Alors pas quand c'est petit, ça dépend, mais voilà, on a un risque d'altération. Donc moi le format que je conseille, c'est le format PNG. Donc, enregistrer sous et vous utilisez le format PNG. C'est un format avec compression, là on s'en fout un peu, mais surtout sans altération de l'image d'origine. Vous devez donc, j'ai dit, dessiner absolument tous les personnages, ici, voilà, tous les personnages que vous aurez à utiliser dans votre jeu. Donc vous devez tous les réaliser. Alors ici, par exemple, le Pac-Man, hein, il y a une version où il est totalement fermé, légèrement entrouvert et la gueule grande ouverte.
Donc ça nous fait deux images par direction, parce que vous avez la même chose pour la droite, pour la gauche, pour le bas, pour le haut. Voilà. Donc en tout, par exemple, pour le Pac-Man, l'animé, ici, il va nous falloir 9 icônes différentes, 9 avatars différents. 9 sprites, comme vous voulez, sur l'appellation, différents, pour pouvoir animer notre Pac-Man. Vous avez en plus, ici on reconnaît en fait les gros Pac-Man qui sont utilisés au début pour la présentation, donc à vous de voir si vous voulez une présentation ou non, les différents bonus, et la même chose pour tous les fantômes, sachant qu'il y a deux fantômes pour la droite, vous voyez il y a le bas qui diffère un peu, là pour que le bas du fantôme soit un peu animé, et puis il y a la droite, la gauche, le haut, le bas, avec les yeux qui diffèrent, plus toujours pour ces fantômes, quand ils sont pour chasser, hein, les bleus et les légèrement grisés, les yeux quand ils vont être mangés, etc., etc. Donc tous ces icônes sont à prévoir à l'avance, à les dessiner et à les sauvegarder. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on a tous les dessins. Mais il faudrait arriver à quelque chose, comme ici, qui est la traduction hexadécimale de ces dessins. Alors c'est relativement simple, hein, étant donné qu'on va être en format, je l'ai expliqué dans la première vidéo, en format 565, 5 bits pour le rouge, 6 bits pour le vert, 5 bits pour le bleu, ce qui fait 16 bits en tout, 2 octets. On aura donc 2 octets par 2 octets, le code hexadécimal de la couleur utilisée. C'est le Pac-Man. Donc ça commence par du noir, hein, j'ai laissé le noir, et ensuite on a la forme du Pac-Man en jaune. Donc là, difficile à le voir sur les codes hexadécimaux, mais bon, avec un peu d'habitude, on voit les zéros qui sont du noir. On voit le Pac-Man, on voit que là, il a la gueule ouverte. C'est notre image. Alors si vous êtes courageux, vous pouvez le faire à la main. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on va faire. On va utiliser un convertisseur qui, à partir de l'image que vous avez fait, vous avez dessiné, vous allez pouvoir le traduire directement en code hexadécimal. Alors, il y a des petits logiciels qui le font. Moi, je vous ai mis en ligne sur le serveur de l'établissement. Il est là. Voilà. Une petite page qui va traduire automatiquement votre image. Donc regardez ça. Alors vous regardez bien dans le descriptif, il se peut que la page change d'endroit. Donc pour le moment, elle est sur le site du PGDG. Donc tilde, hein, sur le 2 du clavier, hein, Grimal, et donc convertisseur. Vous tombez sur cette page, vous allez choisir un fichier, par exemple ce fantôme, voilà, vous le retrouvez là, et vous pouvez demander son code image, voilà, c'est automatiquement traduit ici en code hexadécimal. Il ne reste plus qu'à faire un copier-coller ici, copier, et vous allez le coller sur votre programme de l'Arduino. Je vous conseille de mettre tout ce qui est sprite sur un onglet séparé, parce que rapidement ça devient illisible, donc pensez à faire différents onglets, nouvel onglet. Voilà. Alors, à noter ici la possibilité de faire aussi un masque. Alors le masque, c'est simplement un bit à 0 si on n'utilise pas ce pixel, donc si on ne va pas l'afficher, ou un 1 quand on va utiliser le pixel. Donc là, on voit ici que pour la première ligne de notre avatar, il y avait 5 pixels qu'on n'affichait pas, et ensuite, il va y avoir 3 pixels, le haut de la tête rouge là, qui va être affiché, et on va retrouver du rouge ici.
Donc F8 parce que le rouge à fond. Non, il est rouge à fond d'ailleurs, puisque c'est sur 5 bits. Voilà. Je n'ai pas utilisé la possibilité de faire des masques dans l'exemple que j'ai fait. Donc, puisque le fond est noir, si les côtés des icônes sont aussi noirs, c'est pas gênant. Juste, je l'ai expliqué là aussi dans la vidéo 1, un petit problème quand on aura deux fantômes qui passent un sur l'autre. Voilà, alors je vais vous parler, avant de continuer, du matériel utilisé, parce que évidemment, autant les descriptions hexadécimales des images sont les mêmes, quelles que soient les, euh, les solutions utilisées, sauf un cas, c'est si vous utilisez un nombre de couleurs différents de 16 bits. Hein. Les écrans TFT que l'on retrouve pour Arduino, généralement, peuvent monter jusqu'à 18 bits. Et donc 666 et pas simplement 565. Ils sont généralement configurables dans quel mode on les utilise. Dans le matériel, donc cette partie elle va être commune, mais par contre le reste du programme va dépendre un peu de votre matériel. Alors moi, le matériel utilisé, donc c'est des écrans ici TFT en 2,8 pouces 240 par 320 et qui sont en série. Si vous utilisez une liaison parallèle, à vous d'adapter le programme. Alors c'est des écrans classiques, c'est ce qu'on trouve généralement le moins cher, je l'ai dit entre une dizaine d'euros à une vingtaine d'euros selon vos sources d'approvisionnement. Vous pouvez travailler aussi avec des écrans plus petits. Le problème des petits écrans avec des petites résolutions, notamment pour le Pac-Man, c'est qu'on est très vite limité sur le nombre de pixels. Et si vous voulez garder la grille d'origine du Pac-Man, sur un petit écran ça sera par exemple un 128 par 160 pixels, vos petits fantômes, ça va être difficile d'arriver à les dessiner sur un nombre de pixels extrêmement réduit. La carte, utilisez la carte à microcontrôleur utilisée. Je vous l'avais dit aussi, j'aime bien les ESP32. Donc, notamment les R1, non, les D1 R32, pardon, qui reprennent le format de l'Arduino Uno, mais avec un ESP32, donc avec en plus la possibilité d'avoir du Bluetooth et du Wi-Fi. On ne s'en sert pas ici directement, quoi qu'on puisse prévoir ensuite de faire des jeux en réseau. Hein, on pourra échanger des données et d'avoir plusieurs consoles de connecter. J'utilise aussi un petit joystick classique, hein, là aussi qu'on trouve à peu près partout pour des prix très abordables. Juste deux précisions concernant cette carte. Au début, j'ai utilisé l'entrée 2 pour une des bornes du joystick, une entrée analogique. Ce sont des joysticks qui sont analogiques, donc attention variable. Malheureusement, sur la D1 R2, l'entrée 2 est aussi utilisée pour afficher éclairer une LED bleue. De ce fait, quand on la met en entrée et non en sortie, hein, si on veut faire par exemple clignoter, ce que vous aurez traditionnellement, c'est le premier essai du clignotement d'une LED. Bon, pour vérifier que le programme fonctionne. Donc ils l'ont mis sur cette broche 2 qui peut être aussi utilisée en entrée analogique, mais quand on fait ça et qu'on connecte le joystick, le joystick doit alimenter non seulement l'entrée analogique de l'ESP32, ce qui fait sans souci, mais aussi la LED. Et là, il a beaucoup plus de mal. De ce fait, on a une entrée qui est totalement excentrée. Quand on est au milieu, on ne va pas être réellement au milieu. Donc, ça fait quelque chose de relativement pénible. Donc, j'ai utilisé une autre
entrées analogiques. On va les voir ici. Donc ici, vous voyez les numéros des pattes que j'ai utilisées pour mes entrées analogiques. Donc au bas, la patte 35, droite-gauche, la patte 4, le switch, parce que sur ces joysticks, on peut appuyer dessus, et ça devient un switch, le 25, on ne l'a pas utilisé, mais on peut s'en servir pour faire un démarrage, etc. Moi, ça démarre directement pour le moment, directement quand on met en route. Un autre point important, vous ne devez pas relier le joystick au 5 volts. Sur le joystick, généralement sur la sérigraphie, il y a écrit 5 volts. Mais nous, comme on est avec le SP32 qui est en 3,3 volts, il faut le mettre sur du 3,3. Comme je n'avais plus, vous voyez, on va essayer de voir là. On voit pas très bien, mais je n'avais plus de broche 3,3 volts disponible puisqu'elle était déjà utilisée par l'écran. En fait, j'alimente mon joystick par une des sorties. Alors, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous vous débrouillez de faire un pontage et deux fils qui arrivent sur le 3,3 volts, soit moi j'utilise une sortie qui était inutilisée, je la mets à l'état haut, c'est-à-dire 3,3 volts, dans le programme, et cette sortie en fait va m'alimenter le joystick. La sortie est suffisamment puissante, délivre suffisamment d'intensité par rapport au joystick. Donc ça ne pose pas de difficulté. Alors, comment on va faire pour utiliser maintenant cet écran? Déjà, il va falloir trouver les bonnes librairies. Donc, les librairies dépendent, je l'ai dit dans la première vidéo, des drivers que vous avez sur votre écran TFT. Moi, on a un driver ILI. Quand je l'ai acheté, c'était indiqué en clair. C'est même peut-être sérigraphié dessus. Non, je vérifie, c'est pas sérigraphié dessus. Mais dans la documentation, il n'y a pas de souci. Il y avait écrit ILI 9341. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué. En effet, si je regarde certaines documentations, voilà, on vous vend un écran, on ne vous donne pas le driver, c'est embêtant. Sur d'autres, enfin, j'en ai trouvé un, c'était intéressant parce qu'il y avait le driver, il est là, je vais le chercher, hop, il y a le driver sur cet écran qui est un peu plus gros puisqu'il fait 3,5 pouces et qui a une résolution un peu plus conséquente de 320 par 480 pixels. On arrive déjà à quelque chose d'un peu plus sympathique. Bon, petit souci quand vous lisez la doc, il y a bien à la fois le driver utilisé, il y a aussi les pattes, ce qu'il n'y a pas dans toutes les documentations. Donc vous savez sur quelle borne, ici, vous allez devoir connecter les différents éléments. C'est quand même un élément essentiel. Alors souvent, il n'y a pas les documentations quand c'est des écrans destinés au Raspberry Pi. Parce que c'est un connecteur standard et on dit, ben, vous n'avez pas à connaître ce que ça utilise, vous le branchez et puis ça va marcher. Voilà. Donc quand on veut les utiliser à une autre utilisation, par exemple sur un Arduino, il faut bien savoir les bornes. Et je disais, petit problème ici, c'est que le driver indiqué ne fait pas le 320 par 480. Alors certainement, il y a une erreur dans la documentation. De ce que j'ai pu voir sur Internet, a priori, c'était un 96-88 qui est utilisé ou 86, je ne me souviens plus. Voilà, qui lui fait la bonne résolution. Donc là, il faut faire des essais pour voir quelle est la bonne bibliothèque qui correspond au driver. Donc ça, c'est un peu le problème des fois avec certains composants, on les trouve pas chers, c'est super, et après il nous manque la doc pour pouvoir travailler avec. Donc moi, sur les écrans utilisés, c'est indiqué 9341, il n'y a pas de problème en fonction des broches, je vois bien que c'est du série. Donc j'utilise ce driver. J'utilise en plus les fonctions GFX
pardon, qui sont un peu plus évolués, qui vont permettre par exemple d'afficher les scores, etc. Il est, comme l'échange se fait en SPI, il faut aussi déclarer un include. Alors l'include, ça veut dire inclure les bibliothèques suivantes. On inclut aussi le document sur lequel vous avez mis tous les codes hexadécimaux de votre avatar, ou de vos avatars s'il y en a plusieurs. Ensuite, il va être nécessaire de définir un certain nombre de broches que l'on va utiliser. Ici, sur notre écran, on avait le chip select, le reset et le data command. Donc ici, sur le SP32, j'ai branché respectivement le chip select sur le 14, reset sur 16, DC sur le 27. Voilà, alors vous pouvez les modifier, hein, c'est à votre convenance. Il faut voir que, évidemment, les broches que vous utilisez ne soient pas utilisées pour autre chose. Voilà, alors souvent, on va choisir ces broches. Hein. Si on fait un circuit imprimé de façon à ce qu'on puisse faire un circuit imprimé avec des connexions qui tombent facilement, ou comme moi, vous voyez, c'est surtout voilà, pour des questions de facilité, pour mettre les fils, que ça soit pas tout dans le désordre, etc. Donc les pattes du joystick, ça, je l'ai dit. On verra ça tout à l'heure, les initialisations. On va arriver maintenant à la déclaration justement de l'écran TFT. Donc l'écran TFT, c'est cette ligne. Donc c'est un type qui est défini dans la bibliothèque Adafruit ILI. Ce type s'appelle Adafruit ILI 9341. Vous voyez, facile à retenir en fonction du nom de votre driver. La variable, c'est TFT. Donc c'est cet objet qui va ensuite me permettre d'échanger les informations. Et ça se déclare sous la forme d'Adafruit. Et on met à l'intérieur, respectivement, la broche que vous avez utilisée pour le chip select, la broche que vous avez utilisée pour le data command, et pareil pour le reset. On pourrait mettre les numéros de broche directement dedans. C'est plus parlant généralement d'avoir une première partie avec des define qui font des équivalences, mais ça reviendra au même de faire 14, 16, 27. Voilà, généralement on aime bien faire ça. Là aussi, il faut prendre des bonnes habitudes en programmation parce qu'on peut par exemple mettre toutes les définitions dans un onglet où on va retrouver tous nos éléments plutôt que aller les chercher là où c'est défini. Donc c'est une question d'organisation. On commence, alors si vous débutez en Arduino, il y a toujours deux procédures principales. Hein. La procédure setup, qui va se faire comme son nom indique au moment où on va brancher l'Arduino, donc une seule fois au moment où on le branche. Et ensuite la procédure loop, qui elle va être répétée régulièrement. Alors dans le setup, il faut d'abord déclarer toutes les pattes que vous avez utilisées pour le joystick. Hein. Donc si elles sont en entrée ou en sortie. Donc moi, ce sont des entrées. Vous remarquez, sauf évidemment la patte qui me sert d'alimentation, auquel cas c'est une sortie. On va sortir du 3,3 volts. Pour le bouton, même si on ne l'utilise pas, il faut indiquer une résistance de pull-up. Donc ici, c'est pour dire que quand on n'appuie pas, l'entrée sera à 1. Et quand j'appuie, on va passer à 0. Et enfin, comme j'ai toujours ma patte d'alimentation, je la mets à l'état haut pour qu'elle sorte du 3,3 volts. Vous pourrez imaginer d'ailleurs que ce soit une procédure, alors non pas comme moi pour m'économiser une connexion, hein, mais pour économiser tout simplement de la consommation. Hein. Je n'alimente le joystick que quand j'en ai besoin. Ici, tout le temps. Déclaration d'une liaison série qui ne va servir uniquement pour faire du débugage. Et ensuite, l'initialisation de notre écran.
Et là, grâce aux bibliothèques, hein, autant dans la documentation du driver, il y avait plein d'opérations à faire pour démarrer et initialiser notre driver. Ici, ceux qui ont fait la bibliothèque, eh ben, ils nous ont fait une ligne où il y a déjà tout dedans. Donc, initialisation de l'écran. Ensuite, un petit test, je l'ai gardé parce qu'il était dans la démo des bibliothèques Adafruit qui permet de voir le temps nécessaire pour remplir l'écran de noir. Donc mettre tout l'écran noir. Voilà, ici. Un petit temps pour que ça démarre. Passons maintenant dans le loop. Et comment je vais afficher. Donc je passe vite sur cela, je lis la position de mes joysticks. Donc sur le SP32, on est en... hop, j'ai un petit trou de mémoire en 12 bits. Voilà, les convertisseurs ESP32 sont en 12 bits, de 0 à 4095. La position centrale correspond à peu près donc à 2048. Et donc, sur le Pacman, je n'ai pas une gestion proportionnelle du Pacman. Soit je vais en haut, soit je vais en bas, mais je ne règle pas sa vitesse. Donc j'ai mis des seuils, puisque le milieu c'est 2048, ben, moins de 2000, ça veut dire que je vais vers... hop, alors ça c'est les X, donc la droite et la gauche, et ici, d'ailleurs ici, j'ai mis 500, mais c'était au début quand je m'étais branché sur la patte 2 à 1000. Donc pour le haut et le bas. Et je teste simplement ma direction ici du Pacman. Alors j'aurais pu le faire directement. On verra quand on sera sur la troisième vidéo, celle où il faut se déplacer exactement dans les couloirs du Pacman. Hein, on ne peut pas avancer au milieu et rentrer dans les murs. Mais ici, c'est ma première utilisation, donc j'ai aucune contrainte de déplacement, je vais où je veux. Voilà, donc j'ai répété ici, je récupère la position du joystick, et en fonction du joystick, ben, soit je vais incrémenter une variable qui s'appelle X du Pacman, soit en négatif, selon que l'on aille à droite ou à gauche. Je vous rappelle, normalement on l'a déjà vu, que sur un écran, les coordonnées X égale 0, Y égale 0, c'est en haut à gauche. Ensuite, vers la droite, les X positifs, et vers le bas, les Y positifs. C'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en mathématiques. Pour afficher le Pacman, c'est très simple. Dans une position, on a cette instruction qui est donc de tracer en RGB, en couleur, une image du type bitmap avec ses coordonnées X, Y de l'avatar que vous voulez afficher. Donc c'est les coordonnées en haut à gauche aussi, toujours pareil par rapport au haut gauche de l'image. Vous communiquez l'icône que vous voulez afficher, l'avatar que vous voulez afficher. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. L'avatar, il a comme nom le nom que vous avez mis dans le fichier que vous avez utilisé pour la conversion. Et automatiquement, mon programme va récupérer le nom de votre fichier pour l'utiliser comme nom de variable ici. Je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, en fait ici c'est une ligne donc, qui permet de déclarer, mais de mettre toutes ces données, non pas en mémoire vive, mais dans le programme, dans la mémoire de programmation. Donc sur le SP32, les 4 mégas de flash. On a aussi la possibilité de mettre en mémoire vive. Ça a ici peu d'intérêt, sauf si vous voulez faire des modifications sur l'icône. Autant utiliser. Généralement, on est moins limité en mémoire flash, mémoire programme, sauf si évidemment vous faites des énormes programmes. Et on est plus limité en RAM. Donc, on laisse ici les icônes
dans la mémoire programme. Voilà, alors ça, ah oui, il y a ensuite le même nom donc que votre fichier, donc, mais avec la largeur et la hauteur pour savoir combien de pixels utiliser votre codage. Là aussi, ça se fait automatiquement par mon programme de conversion qui vous met les noms, c'est le même nom au début, et après, largeur, hauteur, en anglais. Évidemment, voilà, on aurait pu le mettre en français, c'est des variables, vous mettez le nom que vous voulez. Alors, vous voyez ici, c'est un peu plus compliqué, parce que vous vous dites, ben bon, si j'affiche, il me faut une seule instruction, pourquoi j'en ai autant? Deux raisons à cela. Premièrement, le Pac-Man, ce n'est pas les mêmes quand on va à droite, quand on va à gauche, quand on monte ou quand on descend. Donc, en fonction de la direction, j'ai 4 cas différents et je ne prends pas les mêmes Pac-Man. Hein. Alors, ici, j'avais utilisé donc Pac-Man droit, Pac-Man gauche, bas et haut. Et M pour l'ouverture du Pac-Man, sachant qu'il peut être totalement ouvert, à moitié ouvert ou totalement fermé. Voilà, donc totalement fermé, ça va être Pac-Man fermé. Cet avatar, il est commun aux 4 directions. Et ensuite, un avatar qui va être plus ou moins fermé, donc totalement ouvert ou à moitié fermé. Voilà. Il faut les animer, puisque quand il se déplace, hein, il va passer successivement de la position fermée, moitié ouverte, totalement ouverte, il revient à moitié fermée, et on recommence le cycle. Donc en fait, il va avoir trois états. Ici, l'état 0, il est fermé, l'état 1 à moitié ouvert, l'état 2 totalement ouvert, l'état 3 à nouveau à moitié ouvert, et ensuite on recommence 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Voilà. Alors le problème, c'est que si on change d'état à chaque image, sachant qu'on va rafraîchir à peu près 20 fois par seconde, le Pac-Man va être trop rapide. Il va faire comme ça, vous voyez, ça ne se voit même pas sur la caméra. J'allais trop vite, mais les ouvertures et fermetures seraient trop rapides. Donc je vais en fait diminuer les vitesses. Je ne vais pas changer à chaque rafraîchissement d'écran. Enfin, ou plutôt de position. On verra ensuite ce qu'il en est de la rafraîchissement d'écran. Donc pour cela, j'ai créé une variable, Pac-Man. Alors c'est une variable, elle est définie en haut, dans l'initialisation. Voilà, alors dans l'initialisation, j'ai mis un entier qui va servir pour la coordonnée X du Pac-Man. Je démarre à 50. Hein. Un entier qui va servir de la coordonnée Y. On démarre aussi à 50. Une direction du Pac-Man pour qu'il sache s'il va vers le haut, la droite, la gauche au tout début. Si on a le joystick au milieu, hein, quand on démarre. Et ensuite, un état du Pac-Man. Cet état du Pac-Man, je vais les changer chaque fois que je modifie donc sa position. Donc ici, vous avez la ligne de changement de son état. Si je faisais l'état 0, l'état 1, l'état 2, l'état 3, l'état 0, l'état 1, l'état 2, l'état 3, etc., le problème, c'est que ça irait beaucoup trop vite. Donc si je veux un Pac-Man qui ouvre et ferme la bouche un peu plus lentement, au lieu d'aller de 0 à 3, en fait, je vais jusqu'à 12. Et je fais en fonction de cet état, alors ici c'est une division entière, donc 0, 1, 2, il me répond 0. 3, 4, 5, il me répond 1, etc., etc. Et donc, je vais afficher en fonction de mon état, divisé par 3, la valeur entière, hein, division entière. Alors, à savoir aussi, lors de la programmation, comment savoir si c'est un flottant ou un entier, c'est-à-dire 1 divisé par 3, est-ce qu'il va me répondre 0
ou est-ce qu'il va me répondre 0,33333, etc. Simplement, lors de la compilation, quand ici il n'y a que des entiers, il va effectuer une division entière. D'accord? Donc il n'y aura pas de chiffre à virgule. Si par contre il y a un chiffre à virgule dans ce qui est écrit, si vous mettez 1,2 multiplié par ipacman, etc., le programme va automatiquement convertir les entiers dans des flottants pour faire l'opération en flottant. Donc ça c'est important, puisqu'à ce compte-là, ça sera plus 0, ça pourra être 0, 0,33, etc., etc. Donc le fait que l'on travaille en entier est un élément important. Donc vous voyez ici, dans l'état 0, j'affiche le pacman totalement fermé. L'état 1, mais aussi l'état 3, je le mets à moitié fermé. Et l'état 2, je le mets totalement ouvert. Donc 0, il est totalement fermé. 1 à moitié ouvert. 2 totalement ouvert. 3, il repasse. C'était comme le 1 à moitié fermé. Et on recommence le cycle. Alors comment on recommence le cycle? Simplement ici. Voilà. Donc ceci permet de faire l'animation. Jusque-là, c'est bien si on fait ça, mais si on s'arrête là, on s'aperçoit que le pacman, quand il va se déplacer, va laisser une trace derrière lui. En effet, sur les pixels du bord, quand on va recopier l'image à côté, les derniers pixels du bord vont rester comme on l'a défini avec l'ancienne image. Alors, c'est là où ça va se complexifier un peu. Il va falloir effacer cette trace. Pour effacer cette trace, on a plusieurs solutions. La première consisterait à dessiner un avatar plus gros d'un pixel de chaque côté et en fait laisser tous les bords noirs de façon à effacer quand on se décale. Mais attention, ça ne marcherait que quand on se décale d'un seul pixel. Si vous allez de 2 pixels en 2 pixels, ça ne marchera plus. Une autre façon serait d'effacer toute la page ou de redessiner toute la page. Effacer toute la page si vous êtes avec un fond noir ou redessiner toute la page si vous êtes avec la grille du pacman. Le problème, c'est que avec les écrans TFT qu'on utilise et les liaisons série, ça prendrait trop de temps et les images seraient donc trop saccadées. La solution qu'on a utilisée ici consiste à effacer l'ancienne position avec un bloc qui est en fait ici tout noir. Alors évidemment, ça ne marche que quand le fond est noir. Si on a un fond coloré, il faut utiliser la couleur du fond. Mais s'il y a des objets que l'on veut remettre, ça va être plus compliqué puisqu'il va falloir remettre les objets sur lesquels le pacman est passé. Pour le pacman, il n'y a pas trop de soucis en fait parce que il va passer sur les points ou sur les super pilules, voilà, et de toute façon il les mange. Donc derrière ça sera noir. Par contre, les fantômes ne mangent pas les pastilles, là, les points. Donc il va falloir faire en sorte, et on verra ça dans une deuxième, dans la troisième vidéo, pardon, comment remettre les éléments anciens du décor derrière pour faire en sorte que tout ne soit pas écrasé. Bon, nous on fait nos premiers essais avec un fond noir, donc on fait juste un effacement. Simplement, si je regarde, c'est très simple. Là, je l'ai fait, vous voyez, manuellement. J'ai fait 13 sur 13 avec des zéros partout, donc tout est noir. Ok. Alors, quand on fait ça, on risque d'avoir un petit souci. Et on va avoir un petit souci de toute façon, parce que la programmation, c'est pas nickel ici. En effet, et là, il faut revenir sur le fonctionnement de notre driver. Dans votre driver, vous avez ici la communication avec votre microcontrôleur et vous avez ici l'affichage vers votre écran TFT. Donc les sources ou les gates. Je vous conseille, je vous ai mis dans le descriptif de la première vidéo, je vous ai mis le lien vers
une vidéo YouTube intéressante où on vous explique bien le fonctionnement des écrans TFT avec les transistors qui sont positionnés directement sur l'écran à côté des pixels là, ou des sous-pixels LCD. Je vous conseille d'aller voir, c'est très instructif. Bon, toujours est-il ici, en fait, que se passe-t-il? On va parcourir l'écran ligne par ligne. Ici, donc les lignes, elles sont ici. Alors l'écran, hein, par défaut, il est prévu pour être utilisé en portrait, ces petits écrans, donc verticalement. Donc c'est pour ça qu'il y a 320 lignes et que 240 colonnes. Voilà. Donc on va alterner en fait successivement la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. Et pour chaque ligne, on va aller rafraîchir tous les pixels. Et ici, avec mon système, on a un petit risque, c'est que de temps en temps, vous allez écrire ici en noir. Donc vous effacez ici. Et de suite après, vous allez afficher votre icône. Il n'empêche qu'il y a un petit temps pendant lequel vous avez rempli la mémoire de quelque chose de tout noir. Si vous n'avez pas de bol et que à ce moment-là, le driver soit en train de commander votre TFT alors que dans la mémoire RAM, ici, on a effacé et pas encore remis le nouvel icône. On aura une image qui va sauter, soit intégralement, soit partiellement. Hein. On parle ici d'image fantôme. Alors fantôme, rien à voir avec les fantômes du Pac-Man, mais fantôme parce qu'en fait, vous aurez une partie de l'avatar qui va disparaître. Et ceci juste pendant une image. Voilà. Donc c'est un peu embêtant. Si on veut programmer vraiment très proprement, on a différentes techniques. Notamment, il faut se servir de la synchronisation, hein, histoire d'écrire bien quand il a fini de tracer en fait votre l'écran LCD. Donc il faut se synchroniser avec le balayage de l'écran. Sachez que sur des langages plus évolués, par exemple si vous faites un jeu en JavaScript pour faire une page HTML, un jeu en ligne, cela va se faire automatiquement. En fait, on va décrire la scène, on positionne les personnages, et c'est le Java, en fait, c'est le noyau qui va décider à quel moment il affiche, et lui, il va l'afficher, il va le transférer dans la mémoire RAM au bon moment, pour pas qu'il y ait justement ces images fantômes avec la moitié du personnage mis et la moitié pas encore mis. Alors nous, on va pas pouvoir faire ça hein, sur nos Arduino, des systèmes un peu de base. Donc que va-t-on faire? On va essayer de faire en sorte que le temps entre l'effacement et l'affichage soit le plus petit possible. Et après, c'est statistique, hein, le balayage va être fait puisqu'on ne se synchronise pas. Si on a de la chance, eh ben, on a déjà tout dessiné avant que le balayage se fasse. Si on n'a pas de chance, ben, on est soit en train de dessiner, soit à cheval, quoi, avec une partie dessinée, une partie pas dessinée encore. Et là, pendant un petit moment, vous aurez donc l'avatar qui va être altéré. C'est une question de temps. Si on affiche, mettons, toutes les 50 millisecondes et que vous mettez à 100 microsecondes entre là et là, ben vous avez qu'un centième non, je ne sais plus ce que j'ai dit. Non, hop, j'ai dit 50 millisecondes et 100 microsecondes, donc une chance sur 500, une image sur 500, votre image sera altérée. Donc tout est une question de rapidité là. Donc ce qu'on évite en fait c'est d'effacer, de faire tous les calculs et ensuite on dessine. Il faut obligatoirement que entre l'effacement et l'affichage, le temps soit le plus réduit possible. Plus ce temps est grand, plus vous avez de chances d'avoir des images altérées. Alors là, ça se voit quand même un petit peu. Vous verrez que le Pac-Man, vous sentez bien que de temps en temps, il y a une image qui n'est pas comme les autres. Le dessin n'a pas été propre. Soit il n'y avait pas du tout le Pac-Man, soit il était à moitié. Alors c'est très rapide, plus que l'image d'après, ça va fonctionner.
Autre chose que j'ai faite ici, je me suis pas embêté pour l'image et l'image d'après, je mets simplement un délai. Là aussi, c'est pas une programmation très très propre, hein, puisqu'il faudrait gérer de façon un peu plus précise. Le délai, c'est pas précis, puisque va s'ajouter à ce délai les différents temps de calcul qui peuvent être plus ou moins grands en fonction de ce que vous faites. Ici, il fait quasiment tout le temps la même chose. Il peut cependant avoir quand même des interruptions au niveau du programme. Il n'y a pas que ça qui se passe dans l'Arduino. Là, c'est votre programme, mais l'Arduino fait aussi certaines choses. Il y a les timers qui vont être remis à jour. Il y a plein de choses que l'Arduino fait et qui ne sont pas dans votre programme. C'est simplement la base, le noyau Arduino. Donc, le temps, l'Arduino peut faire certaines choses pendant ce temps et on n'a pas un déterminisme absolu au niveau du moment où ça va s'afficher. Voilà, alors c'est pas gênant pour nos applications, ça serait évidemment plus critique si on faisait une application justement critique, hein, si on guidait une fusée ou autre chose, ça pourrait être gênant. Pour un Pac-Man, vous imaginez bien que si on perd une milliseconde dans le jeu de temps en temps, voilà, ça sera pas terrible. Parce que si vous êtes dans le championnat du monde du Pac-Man, vous désavantagez un des joueurs, mais voilà. Voilà, donc vous avez vu comment utiliser tout cela. À vous de voir. Alors je vous ai dit, il y a certaines bibliothèques, hein, selon ce que vous voulez faire, qui vont permettre de gérer aussi la rotation. Si vous voulez mettre un seul icône, si vous vous souvenez les dessins sur Galaga, je vais essayer de vous les retrouver. Ici, donc, c'était sur Galaga. Voilà, c'était celui-là. Donc ça met un peu de temps, le site n'est pas très réactif. Vous voyez voilà. Ici, on a les positions dans différentes. Alors c'est pas degré par degré, ils ont fait à peu près tous les X degrés. Voilà, ils ont mis combien? Pour un quart de tour, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 images et après ils vont travailler par symétrie pour avoir toutes les rotations possibles. Alors ici, donc on est obligé de faire ça si on n'utilise pas une bibliothèque qui ne fait pas les rotations. C'est pareil, j'ai oublié, sur celui-là, vous voyez, la même chose. Voilà. Si on n'utilise pas les rotations. Donc cette bibliothèque que j'ai utilisée, Adafruit, ne gère pas les rotations. Donc je vous mettrai peut-être dans le descriptif des différentes bibliothèques avec certaines. La TFTI ESP32, je crois qu'elle le fait, à vérifier. Voilà. Pareil, là je n'ai pas utilisé les fonctions de masque. Hein, histoire, par exemple, si vous voulez faire les choses un peu plus proprement, que quand deux fantômes passent un sur l'autre, il n'y ait pas les coins noirs. Donc vous pouvez utiliser les fonctions de masque. Cela fonctionne, les masques, avec ces librairies. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour la troisième vidéo, où on verra comment déplacer maintenant ce Pac-Man dans la grille. Donc afficher la grille et faire en sorte que le Pac-Man ne traverse pas les murs. Voilà. Et puis après, on verra peut-être la vidéo qui, en tout cas pour moi, a paru la plus intelligente, qui est la plus intéressante, pardon, qui est l'intelligence artificielle des fantômes et notamment de Blinky. Alors là, intelligence très limitée, hein. On est loin de ce qu'on fait maintenant avec des réseaux de neurones, mais on devrait plus parler de stratégie, de parcours, comment Blinky va essayer de suivre le Pac-Man pour l'attaquer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.